Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur la taxonomie verte. Merci d'être là, malgré ce mot peut-être un peu rebutant. Alors on va avoir, pardon d'abord pour le retard qui est dû à la fin de la session plénière et parce que la session est enregistrée sur Facebook. Donc voilà, on ne pouvait pas enregistrer deux choses à la fois. Voilà, donc trois grands points dans ce panel. Comme vous le voyez, la question c'est est-ce que la taxonomie peut être un levier de relance et de transition énergétique? Donc on va d'abord faire un état des lieux. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que c'est? Ensuite, les conséquences pour les principaux acteurs, les financiers, les entreprises, les ONG éventuellement. Et ensuite, les conditions de succès. Comment on en fait un vrai levier de transition énergétique. Voilà, donc sans plus attendre, je passe à la présentation des intervenants. On va faire de droite à gauche pour une fois n'est pas coutume. Donc Mariella Morandi, qui est conseillère économie responsable auprès d'Olivia Grégoire, qu'on ne présente plus. Sébastien Soleil, qui est responsable de la transition énergétique et environnement chez BNP Paribas, dans le département RSE. Pauline Becquet, qui est directrice générale de Finance for Tomorrow, qui réunit l'ensemble des acteurs privés et institutionnels de la place de Paris qui sont engagés pour une finance durable, et Grégoire Chauvière-Le Drian, qui est représentant de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, et du Fonds européen d'investissement, sa filiale, en France. Voilà, donc je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet en passant la parole à Mariella et en lui passant les slides également. Merci de mettre le micro bien sur le menton. Pour nous expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que c'est la taxonomie, pourquoi on a besoin d'une taxonomie et où est-ce qu'on en est. Mariella. Merci Sonia. Bonjour à tous et merci à Convergence tout d'abord pour leur invitation. Je commence par un sondage en 10 secondes. Qui, dans l'audience, a déjà entendu parler de la taxonomie européenne des activités durables? Ah bon, ça va, je vais pouvoir entrer dans quelques précisions, même si j'ai quand même la lourde tâche de synthétiser et de vulgariser ce sujet passionnant et un texte réglementaire qui sera crucial pour orienter la transition et conduire les investissements au bon endroit. Donc, je commence par peut-être une rapide définition, même si apparemment vous savez tous ce que c'est. Donc, bon, une taxonomie, on en entend parler des fois en biologie, par exemple, ça permet de classer le vivant. Bon, une taxonomie, donc, c'est un classement. Et sauf que là, au lieu de classer des espèces selon des caractéristiques biologiques, on va classer des activités économiques selon certains critères environnementaux. Et bien sûr, pour que le texte marche et ait une utilité, il faut qu'il y ait du reporting, de la transparence sur l'alignement des acteurs économiques avec ces secteurs qui sont classés dans la taxonomie. Alors maintenant, j'ai commencé par la question du milieu. Pour la question de gauche, pourquoi une taxonomie? Alors, à la base, ça a été pensé comme un texte, une réglementation financière, parce que le but, c'était d'allouer et de réorienter des capitaux vers les activités qui étaient favorables à la transition écologique. Et avec, bien sûr, le lien avec la transparence, il fallait également préciser les informations, les méthodologies de calcul, enfin faire en sorte que l'information qui circule sur le marché soit fiable et utile aux investisseurs pour leur choix d'investissement. Et ce texte, enfin, fait partie d'une stratégie globale de l'Union européenne qui a débuté, disons, à la fin des années 2010, aux alentours de 2016, avec beaucoup de régulations financières relatives à la finance durable. Donc en 2018, on a eu un autre règlement qui était sur la transparence des investisseurs, sur leur politique ESG. On a eu aussi un règlement sur les benchmarks, on a un règlement sur les écolabels, sur les green bonds. Et en fait, la taxonomie, c'est un petit peu la clé de voûte de toutes ces réglementations, puisque c'est le langage commun, disons, de la durabilité. Donc ça, c'était pour montrer que c'est un travail de longue haleine. Alors, une longue élaboration, il y a un peu un jugement de valeur dans l'adjectif long. Finalement, les travaux ont commencé en 2016 avec vraiment des réflexions très pérennisaires. Il y a une proposition de texte de la Commission en 2018, des règlements, donc des actes délégués qui ont été publiés cette année. Bon, ça nous fait en gros 5 années pour au moins traiter
le sujet du climat dans la taxonomie. Est-ce que c'est peut-être trop long vu l'urgence, mais le chantier était quand même très important, et c'était important d'avoir beaucoup de rigueur scientifique et à la fois d'associer les États membres dans la discussion. Donc c'est pas si choquant que le texte ait mis autant de temps à être élaboré. Donc je rentre dans le dur du sujet. Donc, comment on fait pour être classé dans la taxonomie et être considéré comme une activité durable au sens de la taxo? Donc, il va y avoir 4 étapes de sélection. Donc, d'abord, on va s'assurer que l'activité en question, donc quand on dit activité économique, on a pris la nomenclature NAS de l'Union européenne. Donc, on a à peu près des codes équivalents avec l'INSEE en France. Donc, c'est tout simplement la nomenclature qui s'applique au secteur, sous-secteur économique. On va regarder les sous-secteurs qui sont potentiellement contributifs à la transition écologique. Et on va s'assurer qu'ils ont bien une substitution sur un des 6 objectifs qui sont listés à droite. Donc, dans les 6 objectifs, on a, pardonnez-moi, les slides sont en anglais, donc Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, grosso modo après eau et ressources marines, économie circulaire, prévention des pollutions et biodiversité. Donc première étape, on s'assure que l'activité permet de contribuer à un de ces objectifs. Deuxième étape, on s'assure, pour qu'elle soit durable, il ne faut pas qu'elle soit néfaste aux 5 autres objectifs. Donc, si je contribue à l'atténuation du changement climatique, mais que j'ai un fort impact sur la biodiversité, je ne serai probablement pas dans la taxonomie. Ensuite, il y a une troisième étape qui s'appelle les minimum safeguards. Et en fait, c'était des critères plutôt portant sur les droits humains et qui permettaient aussi de s'assurer que les activités sélectionnées n'étaient pas complètement dirimantes vis-à-vis des droits de l'homme notamment. Et quatrième critère, une fois que j'ai passé ces 3 étapes de sélection, évidemment, je peux être une activité qui potentiellement contribue, mais en fait, dans la pratique, opérationnellement, ça peut être assez différent. Donc, pour chaque activité qui a passé les 3 premières étapes, on va s'assurer qu'elle respecte des critères techniques un petit peu plus précis qui permettent de s'assurer qu'elle contribue bien à l'objectif. Donc ces critères-là, j'ai pris l'exemple de, par exemple, l'activité hydraulique. Donc l'activité hydraulique, qui est durable a priori, pour qu'elle soit néanmoins considérée comme durable, il faut qu'elle émette moins de 100 grammes de CO2 pour kilowattheure produit. Et ensuite, pour le Do No Harm, donc les critères qui ont été sélectionnés pour cette activité, c'est donc respecter les exigences de la directive cadre sur l'eau et avoir mis en place un plan de continuité écologique. Donc, in fine, tous les secteurs, aujourd'hui, la taxonomie, grâce à cette sélection, c'est à peu près 90 secteurs couverts qui traitent 80% des émissions de gaz à effet de serre et à peu près 40% des entreprises cotées sur le territoire européen sont concernées par la transparence, par les exigences de reporting liées à cette taxonomie. Donc, dans la taxo, on retrouve pas que, à vrai dire, c'est la petite subtilité, pas que des activités qui contribuent, qui ont une contribution positive. Donc ça, c'était donc des activités qu'on pourrait considérer comme already low carbon, donc des activités qui sont déjà vertes. On trouve aussi des activités qui peuvent contribuer à la transition. Donc, par exemple, je fais de la rénovation énergétique des bâtiments. Certes, c'est une activité qui peut être néfaste, mais en revanche, sur le plus long terme, elle a un impact positif. Et il y a également les activités qui rendent possible la réduction des émissions. C'est un petit peu la même logique. J'ai mis quelques exemples sur les slides. Donc aujourd'hui, on a des actes réglementaires qui permettent de sélectionner toutes les activités qui ont un impact positif sur le climat. Donc ça va être Climate Mitigation et Climate Adaptation. Donc il reste encore au groupe d'experts à traiter les 4 autres objectifs environnementaux. Et il y a d'autres sujets qui font l'objet de discussions passionnantes. C'est est-ce qu'il faut également une taxonomie brune, c'est-à-dire flaguer les activités qui sont structurellement défavorables à l'environnement et pour lesquelles on souhaiterait que les investisseurs désinvestissent.
Traiter les activités qui ont des impacts non significatifs, c'est-à-dire en fait, si j'ai une activité qui n'est pas contributrice, pas particulièrement néfaste, je prends un exemple au hasard, par exemple, je fais de la production audiovisuelle. Bon, a priori, c'est pas une activité qui est hautement polluante. Est-ce que je dois être traitée dans la taxo? Définir donc ce qu'on appelle la taxonomie de transition, c'est-à-dire je suis potentiellement dans la taxo, mais je respecte pas encore les critères qui étaient dans la sélection, la partie 4 de la sélection. Mais est-ce que je ne peux pas être considérée comme en transition si je respecte ce critère d'ici 5 ans et si d'ici, par exemple, 3 ans, j'ai atteint un niveau d'amélioration satisfaisant? Ce genre de questions. Et évidemment, il y a la question de la taxonomie sociale qui a été prévue par le plan d'action de la Commission européenne et qui fait l'objet encore de réflexions avec des sujets, à la fois des enjeux et des sujets techniques, opérationnels qui sont complètement différents de la taxonomie verte. Voilà, bon, donc concernant le déploiement, l'application du texte, en 2022, on aura les premières publications des entreprises sur l'alignement de leur chiffre d'affaires, de leurs charges d'exploitation et d'investissement qui sont raccords avec les activités vertes. Il y aura également des premiers indicateurs publiés par les investisseurs. Et on aura des informations complémentaires à partir de 2023 et jusqu'en 2026 qui sont en fait notamment des informations liées au changement de méthode, changement de périmètre, qui sont plutôt des informations de nature plutôt comptable, mais qui viendront enrichir les reportings et surtout s'assurer que les données publiées sont bien fiables. Je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariella. Oui, on peut l'applaudir absolument sur ce sujet ardu. Merci beaucoup. Peut-être une première petite question. À qui est-ce que ça s'applique? Est-ce que ça s'applique à toutes les entreprises, toutes les institutions financières et à partir de quand? Alors, pour les entreprises, ça s'applique aux entreprises de plus de 500 salariés. Et pour les investisseurs, ça s'applique à tous les investisseurs. Et donc ça fait déjà beaucoup et ça s'applique donc comme on l'a vu à partir de 2022. À partir de 2022, donc sur les exercices 2021, sur les données 2021. Voilà, une petite question peut-être en plus. Quid des secteurs qui sont un petit peu en question là, le gaz, le nucléaire, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a des secteurs qui étaient plus ou moins controversés parce qu'il y a encore des batailles, disons, théoriques, scientifiques. C'était le cas notamment sur le nucléaire, donc nous, la France, évidemment, on est un pays qui croit beaucoup au nucléaire. Ça fait partie, c'est une énergie qui est cruciale dans notre stratégie bas carbone et c'est la technologie qu'on souhaite utiliser pour faire notre transition. Donc pour nous, c'était une bataille complètement légitime et une bataille de souveraineté que le nucléaire soit considéré comme une activité enabling. Donc pour l'instant, la Commission, il y a eu un groupe d'experts spécial sur le nucléaire et le gaz. Enfin, nous, on était un petit peu moins concernés par le gaz, qui était plus un enjeu, pour le coup, assez similaire pour les pays de l'Est. Donc aujourd'hui, il y a un groupe d'experts spécial qui a remis un rapport à la Commission. Et normalement, on espère qu'il y aura bien des actes délégués sur le nucléaire et peut-être donc sur le gaz d'ici la fin de l'année. D'accord. Et peut-être dernière question, quelle est l'articulation de cette taxonomie avec les autres réglementations qui sont déjà en place? Alors les autres réglementations sur lesquelles il va y avoir des articulations, ça va être donc les obligations générales de reporting ESG, enfin de reporting de durabilité pour les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, c'est pour les entreprises de plus de 500 salariés. Normalement, d'ici 2023-2024, ce sera pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc clairement, quand il y a des critères, des indicateurs environnementaux qui ont été fixés par la taxonomie, ils seront probablement, on l'espère, ce sera un minimum, qu'ils soient repris dans les reportings qu'on appelle aujourd'hui les reportings RSE des entreprises. Et il y a évidemment aussi une articulation avec le règlement SFDR, donc qui est le reporting de soutenabilité des investisseurs, où c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tous les indicateurs qui sont fixés dans la taxonomie peuvent être utiles à d'autres fins du reporting qui ne sont pas forcément celles prévues par la taxonomie. Et par exemple, sur les règlements sur les green bonds ou les écolabels, ces règlements ils sont complètement appuyés sur la taxonomie, c'est-à-dire que seront vers les labels qui auront un certain degré d'alignement avec la taxo, de même que pour les green bonds.
Oui, merci beaucoup. Peut-être, Pauline, une petite réaction à chaud, vous qui représentez les acteurs de la finance. Est-ce que pour vous, c'est utile, la taxonomie? Alors oui, complètement. C'était un projet qui était très attendu. C'était la première recommandation du groupe d'experts de haut niveau européen sur la finance durable. On avait besoin de ce langage commun entre acteurs politiques, industriels, acteurs financiers, pour que tout le monde parle de la même chose, pour qu'on sache ce que ça veut dire, c'est quoi une activité verte, c'est quoi un investissement vert. Donc finalement, la taxonomie, c'est un référentiel, mais c'est aussi un projet politique qui va donner une vision de l'économie qui peut s'aligner avec les objectifs climatiques et environnementaux. Ok, ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe peut-être à Sébastien qui va nous parler de ce que la taxonomie veut dire pour BNP Paribas. Merci Sébastien. Merci Sonia. Oui, donc comme viennent de le lire Mariella et Pauline, donc je vais reprendre un certain nombre, enfin je suis d'accord avec Pauline, il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Nous, en tant que banque et en tant qu'institution financière, depuis quelques années, on sentait un besoin de plus en plus d'identifier clairement des activités vertes ou durables. Alors, on peut s'étendre sur les termes. Je vois trois besoins. Bon, il y en a bien d'autres, mais on peut les classer notamment en trois. Alors, premier besoin, c'est un besoin d'indicateurs macro. Donc, c'est quelle est la part de vert dans nos activités, etc. Alors pour l'instant, ce qu'on faisait, on avait plusieurs indicateurs en macro de ce type-là. On faisait avec ce qu'on avait, on n'avait pas encore de taxonomie. Donc on avait deux gros indicateurs macro. C'est notamment, on suivait le montant des financements qu'on dédiait au soutien au secteur des énergies renouvelables. Donc on était par exemple à 17,8 milliards d'euros en 2020. Donc ça, c'était un indicateur macro sur toutes les activités de la banque. On suivait aussi, et on continue à suivre, le montant des financements pour des secteurs contribuant significativement à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU, donc les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc là, on était à 188 milliards en 2020. Donc voilà, on n'avait pas de taxonomie, on utilisait d'autres façons de comptabiliser le soutien aux activités vertes de BNP Paribas. Donc ça, c'était indicateur macro. Deuxième besoin, c'est pour qualifier des produits verts. Donc on a une grosse demande et on a une grosse volonté de développer des produits verts. Alors qu'est-ce que je mets dans produits verts? Alors on pourrait en citer 50. Les produits phares, c'est notamment tout ce qui est green bonds, donc émissions obligataires vertes, donc des émissions obligataires d'entreprises qui servent pour ces entreprises, pour nos clients, à financer des activités vertes. Donc tout est dans la définition de vert. Pour l'instant, donc il y avait des guidelines au niveau international, etc. Mais avoir des guidelines et des critères plus précis était intéressant, était utile. Un autre produit un peu phare, c'est tout ce qui est SLL, Sustainability Linked Loans, donc des crédits aux entreprises dont le taux dépend de l'atteinte par ces entreprises d'objectifs durables, sustainability. Donc là, c'est pareil, on faisait avec les indicateurs et les cadres méthodologiques qu'on avait. Et troisième type de besoin qu'on avait déjà commencé à traiter, c'est tout ce qui est dans le monde de l'investissement, des produits d'investissement verts. Donc il y a une grosse demande d'investisseurs qui veulent consacrer une partie de leur enveloppe à des produits d'investissement verts. Donc tout ça, on avait commencé à le faire avant que sorte la taxonomie, mais clairement, l'arrivée de la taxonomie européenne peut nous permettre d'avoir plus de transparence, plus de comparabilité, plus d'homogénéité. Parce que forcément, donc il y a un côté assez confortable pour nous. D'une part parce que voilà, le travail a déjà été fait, et d'autre part, c'est moins attaquable par des parties prenantes. Parce que forcément, quand nous, BNP Paribas, avec nos clients, on définit ce que c'est qu'une activité verte dans un green bond, on est assez vite attaqué sur bah voilà, vous avez mis ça dans votre green bond, en fait c'est pas vraiment vert. Donc après on peut avoir un débat d'experts sans fin. Je dis pas qu'ils ont tort et qu'on a raison ni vice versa, mais voilà, il y a forcément dire ça c'est vert, ça c'est pas vert, il y a forcément un débat. Si le débat est tranché par une institution interétatique, enfin qui fait référence comme la Commission européenne, c'est quand même assez confortable, parce que c'est la Commission européenne, plus un processus en amont de consultation, etc., dont Mariella a parlé, qui permet de donner quand même pas mal de poids à ces types de critères.
Donc récemment, en interne, par exemple, on l'a utilisé. Parce que, bon, définir ce que c'est vert quand on parle d'énergie renouvelable, il y avait déjà pas mal de guides. Hein. Voilà, on fait du solaire, il faut respecter un certain nombre de choses pour en effet qu'il n'y ait pas de... Avant même l'existence de la taxonomie, hein, mais voilà, décréter qu'une activité de production d'électricité à partir d'énergie solaire en vérifiant que les normes environnementales et sociales sont respectées, on savait déjà définir que c'était vert. Hein. Donc il y avait des choses qu'on savait faire. Après, il y a quand même des choses un peu plus subtiles. Et donc là, la question un peu plus subtile auquel on a été confronté en interne, c'est sur l'hydrogène durable, l'hydrogène vert. Donc on peut produire de l'hydrogène. Pour l'instant, l'hydrogène est produit à partir de gaz naturel, donc c'est très émetteur de CO2. De plus en plus, on essaye d'aller vers de l'hydrogène vert, donc produit notamment à partir d'énergies renouvelables. Mais après, souvent, c'est une part de gaz naturel, une part d'énergie renouvelable, etc. À partir de quand cet hydrogène peut être considéré comme vert, on a eu un vrai débat en interne. Et le fait que ça a été tranché par la taxonomie européenne, alors en plusieurs étapes, parce que entre les recommandations du TEG en 2020 et l'acte délégué en 2021, le seuil a quasiment été diminué de moitié, ce qui n'est pas grave, mais voilà. Donc c'est des choses qui évoluent assez vite. Mais voilà, le fait que la taxonomie européenne fixe un seuil en termes de kilos de CO2 équivalent émis par kilo d'hydrogène produit était assez confortable pour nous pour se fixer un seuil. Donc c'est des choses qu'on a déjà commencé à utiliser en interne. Et pareil, je vous parlais un peu de la gestion d'actifs et des investissements. C'est un monde, la gestion d'actifs, qui aime bien avoir des indicateurs assez simples, se créer des sous-univers d'investissement. Et donc, mettre un filtre compatible taxonomie européenne permet de créer des sous-univers d'investissement pour créer des fonds dédiés. Ça, c'est quand même très appréciable et très attendu. Alors, il y a quand même un certain nombre de limites. Alors, Sébastien, pardon. Oui. Les traducteurs ont un petit peu de mal parce que c'est un peu ardu. Vite. Un petit peu plus lentement, s'il vous plaît. Merci Pas de souci. Donc, il y a quand même un certain nombre de limites. Alors, la première limite, il faut bien avoir en tête que la taxonomie vert ne classifie pour l'instant qu'une toute petite partie de l'économie française. Et un peu la plus facile à identifier. Ce qui est vert, comme je le disais, dans la plupart des cas, on savait à peu près l'identifier. La grosse difficulté qu'on a, nous, banques, nous, institutions financières, c'est d'identifier les activités de transition. Donc Mariella en a un peu parlé, mais clairement, savoir qu'il faut soutenir le développement des énergies renouvelables, on s'en doutait un peu. Après, savoir quelle entreprise peut être considérée comme sur une trajectoire de transition compatible avec les objectifs de long terme, ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, je ne dis pas que la taxonomie européenne peut répondre à la question, mais enfin, peut-être pas, on le verra dans les mois et les années à venir. Mais clairement, notre question sur le soutien à la transition, c'est là. C'est qu'est-ce qui peut être considéré comme une activité vraiment de transition. Deuxième point limite qui nous fait un peu peur, c'est on a développé une taxonomie avec beaucoup de critères qui touchent beaucoup d'activités. Ça pousse parfois à une dérive, une inflation du reporting. On voit notamment qu'on commence à nous demander sur les secteurs soumis à la taxonomie un niveau de précision du reporting qu'on ne demande même pas, qu'on ne nous demande même pas pour notre reporting financier. Donc on va dans le reporting extra-financier à un niveau de précision parfois très élevé. Et donc voilà, le reporting c'est bien, c'est utile, mais pas toujours. Enfin, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin, quoi ? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin ? Donc là, il y a un risque qui n'est pas encore avéré, hein, mais il faut quand même le garder en tête. Et une question aussi importante, c'est que pour l'instant, clairement, on a fait la partie facile, parce que pour le climat, on a un horizon de long terme, neutralité carbone à 2050 en Europe et en France. On a des indicateurs bien connus, les tonnes de CO2 équivalents, etc. Donc, on a clairement fait la partie facile. Pour les 4 autres domaines, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut qu'on aboutisse. Donc, c'est intéressant de se pencher dessus, mais il faut quand même qu'on arrive à des choses exploitables, concrètes, simples. Il y a quand même un objectif de simplification dans la taxonomie. Donc, si on arrive avec une usine à gaz et des critères très compliqués, ça ne va pas forcément faire le job. Donc voilà, une grosse question sur la faisabilité d'arriver à quelque chose de simple, de transparent, de communicable sur les autres domaines. Donc on va suivre ça de près, on va contribuer. Hein, on pense que la démarche est tout à fait utile. Mais voilà,
grosse question à ce niveau-là. Et donc, tout ça, ça demande quand même un certain nombre de choses derrière. Donc, on a besoin, je crois que Pauline, tu en parleras un peu, de données fiables et accessibles. Et nous, un gros point qu'on essaie de pousser, c'est une homogénéisation plus large qu'européenne. Parce qu'on est une banque mondiale, enfin, nos clients sont souvent des acteurs internationaux. On en parlera peut-être tout à l'heure, Sébastien. J'avais juste, pardon de vous couper, mais j'avais juste une petite question pratique. Je me mets à la place de l'auditoire, qui sont peut-être des entreprises ou des ONG. Elles viennent vous voir pour un financement. Quel est l'intérêt pour elles d'être taxonomy compliant? Alors déjà un petit... Ou en transition. Tout à fait. Un petit bémol, c'est que c'est des choses qui sont assez nouvelles. Donc l'intérêt, on les découvre. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Globalement, ce qu'on peut identifier est de plusieurs ordres. Alors, premièrement, c'est de valoriser dans la sphère financière des efforts de développement durable. Donc, je trouve que le premier effet, le plus important de tous ces efforts, c'est de mettre en relation la sphère financière et la sphère développement durable. Il y a 3-4 ans, un directeur financier, il se fichait complètement du développement durable. C'était pas son sujet, c'était pas son domaine, c'était pas son sujet. Maintenant, les directeurs financiers, une fois qu'ils ont fait des SLL, des green bonds, qui sont intéressés à la taxonomie, intègrent le développement durable à leur façon de penser. Et ça, c'est un pas capital, parce qu'on ne peut pas faire évoluer l'ensemble des entreprises si les directeurs financiers se fichent de ces sujets. Hein. C'est quand même des acteurs importants. C'est un point crucial. Ouais. Donc ça, premier point qui est rempli et qui est crucial. Après, il y a des aspects de communication. C'est pour les entreprises, ça permet de dire, voilà, j'ai un tampon vert, c'est toujours positif. Dans le monde de l'investissement, ça leur permet d'être identifiés par les investisseurs comme tels, donc pouvoir faire partie de sous-paniers de fonds d'investissement, etc., ce qui les met en valeur et ce qui les identifie plus. Voilà, donc un certain nombre de choses qu'on découvre et qu'on processe en avançant, mais déjà, voilà, intégrer la durabilité dans le monde des directeurs financiers et des financiers, c'est quand même un pas considérable. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Grégoire, je me tourne vers vous pour la BEI. Qu'est-ce que la taxonomie vous apporte? Qu'est-ce que vous faisiez déjà? Quelles sont les conséquences pour vous? Alors, bonjour à tous, je ne ferai peut-être pas le même sondage que Mariella, mais probablement j'aurai moins de succès avec le terme BEI qu'avec le terme taxonomie, ce qui est un paradoxe peut-être aujourd'hui, mais c'est intéressant. Déjà, on peut se féliciter qu'il y ait eu une démarche européenne aboutie pour parler un langage commun sur cette thématique-là. Et c'est vraiment la force de la taxonomie européenne. C'est un projet européen qui est concret et qui confirme une volonté forte de l'Union européenne. Le deuxième point, c'est que les outils européens, les outils publics de financement européens, n'ont pas non plus attendu la taxonomie pour afficher des ambitions très fortes en termes climatiques. La Banque européenne d'investissement, donc que je représente aujourd'hui, la BEI, peut-être connue de certains, peut-être plus probablement méconnue, qui existe depuis le traité de Rome, depuis 1957, et qui finance des projets qui ont un intérêt commun pour l'Union européenne, intérêt qui est défini à la fois par les 27 États membres et par la Commission européenne. Il faut savoir que c'est la plus grande banque publique au monde, plus grande en termes de volume que la Banque mondiale, par exemple. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 70 milliards à peu près d'investissements par an et aujourd'hui 600 milliards d'actifs sous gestion. En France, c'est de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros d'investissement, ce qui ne dit pas grand-chose, mais en gros, quand vous prenez un train, un métro ou un tramway, il a très probablement été financé par la BEI. La BEI finance les collectivités territoriales, la plupart des banques commerciales de la place française, et BNP au premier rang desquelles la BNP, des entreprises également. C'est à peu près les 3 typologies de clients. La BEI avait 4 objectifs principaux en termes de secteur d'investissement, l'innovation, les PME et les infrastructures. Et le 4e axe, c'était et c'est toujours l'environnement. Et ça l'est d'autant plus que depuis notamment la COP21 en 2015, mais surtout avec cette pression populaire qu'on a sentie au moment des élections européennes en 2019, on a senti qu'il fallait accélérer cette transition énergétique, qu'il fallait donc augmenter les moyens publics qui permettaient cette transition. Et la BEI, en parallèle d'ailleurs des premiers travaux qui ont été faits sur la taxonomie, mais aussi en parfaite coordination
avec l'objectif politique porté par la commission von der Leyen de Green Deal. La BEI a présenté un plan de transformation pour transformer donc cette Banque européenne d'investissement, basée à Luxembourg, plutôt méconnue, en Banque européenne du climat. Et cette transformation s'est appuyée sur un plan ambitieux à l'échelle européenne, hein, puisqu'on a eu une convergence, sans jeu de mots, avec la conférence d'aujourd'hui, des points de vue de l'ensemble des 27 États membres, sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est une politique d'exclusion. Nous avons exclu de notre portefeuille d'activité tous les projets gaziers, donc au-delà d'un certain seuil. Alors, on était à 250 grammes de CO2 par kilowattheure produit, mais nous ne finançons plus aujourd'hui les gazoducs, ou en tout cas les recherches extractives qui mobilisent des énergies fossiles. Ce n'était pas facile à obtenir. Mariella a rappelé la difficulté de l'exercice européen pour trouver un consensus. Sur cette décision-là, quand nous avons présenté les premiers projets, nous n'avions pas l'unanimité. Inutile de vous dire qu'un pays comme la Pologne, qui n'a pas le même niveau de maturité dans son mix énergétique, ne voyait pas ça d'un œil très favorable. Un an plus tard, quand nous avons présenté le projet abouti, la crise du Covid était passée par là, et puis nous avions trouvé des mécanismes de juste transition pour qu'il n'y ait personne qui se sente exclu de cette transition. Nous avons obtenu l'unanimité des États membres sur cette décision. Le deuxième pilier, la deuxième ambition que la BEI a présentée à cette occasion, c'est une augmentation en volume. Se donner les moyens aujourd'hui de transformer nos économies européennes, c'est se donner des moyens financiers, notamment publics. L'engagement que nous avons pris à horizon 2025, c'est de doubler les montants disponibles pour financer la transition énergétique. Et à plan d'affaires constant, nous allons ainsi passer de 16 à 30, 32, 33 milliards d'euros d'investissement par an, sachant que nous finançons jamais seul un projet. On a toujours des partenaires financiers. En général, on est autour de 30%, ce qui fait qu'on a une capacité, on va dire, catalytique de mobilisation des financiers, d'acteurs privés qui viennent avec nous financer des projets que nous estimons avoir un intérêt par rapport aux intérêts, par rapport à l'objectif que nous portons au niveau de l'Union européenne. Une règle de 3, c'est facile, 30 milliards par an, nous arrivons à 100 milliards par an mobilisés en faveur de la transition énergétique, et sur une décennie, vous retrouvez ce chiffre magique qui a fait couler beaucoup d'encre dans la communication politique de 1000 milliards d'euros d'investissement. C'est l'ambition qu'on le porte en tout cas sur la décennie à venir. Et le troisième pilier, bravo, qui est on peut dire bravo. C'est pas fait encore, hein, c'est un engagement. Ouais, mais c'est un engagement. Mais on a déjà des résultats. Et un point intéressant à savoir, c'est sachez qu'en France, la France n'a pas non plus attendu cette ambition de la BEI pour avoir de telles données. Ouais. Depuis 2 ans, en France, nous finançons 50% de notre activité est dédiée à la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une force, il y a un dynamisme et il y a réellement un potentiel aujourd'hui en France. Et la France est le premier pays européen à bénéficier de tels volumes d'investissement sur ce secteur-là. Simplement, le troisième pilier, qui est le plus intéressant aussi, puisque c'était celui de court terme, qui est en place depuis le 1er janvier 2021, c'est ce qu'on a appelé l'alignement aux accords de Paris. C'est la garantie que l'ensemble de notre activité, que ce soit les 50% en faveur du climat ou les autres 50%, n'ait pas d'impact négatif. C'est le Do Not Significant Harm, c'est-à-dire n'ait pas d'impact négatif sur le climat. Rappelons que la BEI finance des projets notamment dans le secteur de l'innovation, et qu'il y a 2 ans, on a identifié une entreprise intéressante qui avait développé un mode alternatif de vaccination. Cette entreprise, elle s'appelait BioNTech. À l'époque, elle n'était absolument pas connue. Et c'est elle qui a développé donc, le mécanisme d'ARN messager qui permet qu'on soit là aujourd'hui, en particulier en présentiel. Voilà. Absolument, absolument. Super, super. Merci beaucoup, Grégoire. Je crois qu'on peut applaudir la BEI pour ces beaux engagements. Une petite question, Grégoire. Est-ce que vous avez en tête un exemple d'une société que vous avez financée qui est en transition, peut-être, qui est peut-être un méchant, mais qui devient un bon? Je n'oserais pas dire qu'il y a des entreprises méchantes. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans le mot dans la transition énergétique, vous avez le mot transition. Cette vérité générale n'est pas partagée par tous les Européens. Et quand on présente un projet de financement auprès d'un grand pétrolier, français par exemple,
on ne peut pas dire qu'on a une convergence de vues au sein de l'ensemble de notre comité de direction, donc qui représente les intérêts des États membres, des différents États membres. Donc il y a des sensibilités différentes qui fait que vous avez des pays qui seront beaucoup plus en faveur d'une exclusion pure et simple de ces entreprises, d'autres qui considèrent qu'au contraire, il faut accompagner la transformation et qu'on n'est pas du tout dans une dynamique de décroissance. Alors, je citerai peut-être un projet, je ne citerai pas les projets qui sont en cours de négociation, mais un projet qu'on a signé très récemment dans le secteur aéronautique. Le secteur aéronautique, polluant, c'est pas bien, mais en même temps, on continuera à prendre l'avion très probablement. Et donc, il faut réfléchir dès aujourd'hui avec ces grands acteurs à ce que sera l'aéronautique de demain le plus décarboné possible. Et sur cette thématique-là, par exemple, nous avons fait un prêt significatif à une entreprise comme Safran, à hauteur de 500 millions d'euros, qu'on a signé il y a 4 ou 5 mois, pour justement favoriser l'investissement, la recherche et le développement sur le secteur aéronautique de demain. Ce qu'on demande à ces entreprises, et à toutes les entreprises qu'on finance, c'est d'aujourd'hui d'avoir un plan. C'est-à-dire qu'on et en cela on se conforme à la taxonomie, d'avoir un plan de réduction de leur pollution, un plan qui soit publié, transparent, qui donne des éléments tangibles à court terme et des éléments ambitieux à long terme. Et ce plan-là, on en parlait tout à l'heure, on va le suivre, on va le monitorer de telle manière qu'on puisse s'assurer que les engagements qui ont été pris n'ont pas été pervertis ou n'ont pas été dévoyés pendant la durée du prêt. Un bon moyen probablement de faire une transition plus juste. Absolument. Pauline, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous qui représentez des acteurs aussi un peu différents, des plus petits, des spécialisés dans le développement durable, des asset owners aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais reprendre pas mal de choses qui ont déjà été dites parce que finalement, les difficultés, les leviers, ils sont un peu les mêmes pour tous les acteurs financiers, mais avec peut-être des difficultés encore plus complexes pour les petits acteurs qui justement n'ont pas les moyens, en tout cas n'ont pas les équipes et le staff pour répondre à ces exigences de reporting de plus en plus importantes. Alors finalement, j'ai envie de donner des exemples sur les conditions pour que la taxonomie puisse être vraiment un levier de relance et de transition. Et j'aimerais exposer 3 idées. La première, c'est que la taxonomie, elle doit être applicable techniquement. Je vais y revenir. La deuxième, c'est qu'elle doit servir la transition des entreprises et la transformation de l'économie réelle, on l'a dit. Et enfin, qu'elle doit porter un projet politique et susciter l'adhésion. Donc pour commencer, une taxonomie applicable techniquement. Donc on est tous d'accord sur l'ambition, il y avait un besoin. Sébastien a commencé à en parler. Il faut quand même admettre que par l'ampleur et l'ambition, justement, ça en fait un outil extrêmement complexe. Et donc il y a plusieurs enjeux qui ressortent. D'abord, pour pouvoir mesurer l'alignement des investissements et des financements à la taxonomie, on a besoin d'avoir accès à des données fiables, comparables, exhaustives, qui doivent venir des entreprises qu'on finance. Alors, Mariella l'a dit tout à l'heure, il y a une directive européenne sur le reporting non financier qui va imposer à toutes les grandes entreprises de publier leurs chiffres d'affaires alignés avec la taxonomie, mais aussi leurs dépenses opérationnelles et leurs dépenses d'investissement. Il y a aussi un projet européen qui s'appelle l'ESAP pour European Single Access Point, qui cherche à rassembler dans un point d'accès unique toutes ces données cruciales pour les investisseurs pour mener leurs analyses. Important. Mais on a vraiment un enjeu de cohérence de ces différents cadres réglementaires, la taxonomie, la directive sur le reporting non financier, la norme européenne sur les green bonds. Et toutes ces réglementations, elles se développent en parallèle et elles ne sont pas toujours pilotées par les mêmes institutions. Et donc parfois, on arrive à des petites différences qui accentuent la difficulté. Je donne juste un exemple tout simple. Les acteurs financiers qui sont soumis à SFDR, qui est donc le règlement sur le reporting ESG, en fait, des investisseurs, leur imposent pour certains produits qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales ou qui visent un objectif d'investissement durable, pour ces produits financiers-là, ils doivent donner l'alignement avec la taxonomie, ce qui est tout à fait logique. Mais donc, il y a aussi l'obligation parallèle de donner l'alignement
avec la taxonomie de l'ensemble du portefeuille des investissements. Eh bien, les méthodologies qui ont été définies entre ce qu'on doit mettre au numérateur et au dénominateur, au niveau produit financier et au niveau entité, ne sont pas les mêmes. Donc, on a quand même, dans un cas, les obligations souveraines vont être prises en compte, dans un autre cas, non. Et c'est justement une autre des difficultés, c'est que la taxonomie, c'est très bien, mais ça va couvrir seulement une partie de l'univers d'investissement qui concerne les entreprises. Or, l'univers d'investissement ne se réduit pas à l'investissement dans les entreprises. Et donc, comment est-ce qu'on considère un alignement avec les objectifs de l'accord de Paris sur l'ensemble du portefeuille? Aujourd'hui, la taxonomie, c'est un outil utile, mais qui ne couvre pas l'ensemble de l'univers d'investissement. Le deuxième point sur ce sujet d'applicable techniquement, c'est la complexité des modèles de reporting. En fait, reporter son alignement avec la taxonomie, c'est pas juste donner un ratio en disant j'ai X% aligné avec la taxonomie. C'est remplir des pages et des pages, et je n'exagère pas, de sous-indicateurs. Alors, c'est la contrepartie, c'est-à-dire que comme c'est complexe, il y a un besoin de rentrer en détail dans justement ce qui est au numérateur, ce qui est au dénominateur, mais donc du coup, ça donne des exigences de reporting très complexes. Il faut donc analyser quelles sont les activités éligibles, est-ce qu'il y a bien le respect des seuils, est-ce que les critères de Do Not Significantly Harm sont atteints, et ce pour chacun des objectifs environnementaux. Donc pour l'instant, on n'en a que 2 qui ont été définis dans la taxonomie, mais à terme, il y en aura 6. C'est aussi une complexité pour les entreprises elles-mêmes, puisque l'analyse, elle se fait par activité économique, en étant classée par code NAS. Alors bien sûr, il fallait trouver une classification, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément comme ça que les entreprises ont mis en place leur process de reporting. Donc ça nécessite aussi une transformation en interne de leur processus de collecte et de leur processus d'analyse pour aller vérifier elles-mêmes si leurs activités économiques sont bien alignées ou non, et pour être capable de produire leur chiffre d'affaires aligné avec la taxonomie, mais aussi leurs dépenses d'investissement et leurs dépenses d'exploitation. Et tout cela dans des délais de mise en œuvre extrêmement courts. Donc la plateforme sur la finance durable, elle a publié en mars 2021. La plateforme sur la finance durable, c'est un groupe d'experts qui a été mis en place par la Commission européenne pour justement l'appuyer sur l'élaboration de la taxonomie, sur la révision des critères, sur l'élaboration des critères sur les objectifs qui n'ont pas encore été définis. Et donc elle a publié en mars dernier des recommandations sur le financement de la transition. Et donc dans ce rapport, elle recommande elle-même que les exigences de reporting, notamment pour les banques, soient équilibrées pour veiller à ce que, in fine, ça ne se reporte pas non plus sur des... Enfin, que les PME ou que les particuliers ne soient pas submergés d'exigences d'informations à fournir, justement parce que les acteurs financiers ont ces obligations de reporting, d'alignement avec la taxonomie et de réallocation des actifs. Si derrière ça se traduit par une multitude d'exigences pour les PME ou pour les particuliers, ça sera, on n'atteindra pas l'objectif, quoi. Donc face à cette complexité, une des réponses essentielles, bien sûr, c'est la montée en compétences nécessaire de tous les acteurs financiers. Bien sûr. Et c'est aussi ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plus un sujet des directions de développement durable, c'est vraiment un sujet financier aujourd'hui. C'est aussi, un sujet de données et un sujet d'adaptation des systèmes informatiques. Exactement. Je crois, Sébastien, il y a un sujet chez vous, comme la plupart des banques, de devoir mettre maintenant dans les systèmes des informations qui sont non financières, alors que les systèmes sont prévus pour des informations plutôt financières. Donc il y a un vrai sujet là. Oui, au-delà du fait que ce soit financier ou non financier, on a des systèmes, donc on a plusieurs centaines de milliers de clients entreprises, des millions de clients particuliers. Donc forcément, dès qu'on introduit un indicateur nouveau, ça doit se refléter dans l'ensemble de notre système informatique. Ça doit être rempli par des gens qui comprennent ce qu'ils remplissent. Et oui. Donc ça demande un effort de transformation d'une grosse machine. Et donc de ce fait, ça prend du temps et c'est complexe. Ouais. Vous, Grégoire, par contre, vous n'aviez pas ce souci-là à la BEI. La BEI, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une banque d'ingénieurs. Et au-delà des financiers, on a une direction, d'ailleurs, qui est une direction très puissante à la BEI, d'ingénieurs qui qualifiaient déjà l'éligibilité des projets au regard des critères européens, et au premier rang desquels leur impact environnemental et social. Donc quelque part, depuis de nombreuses années, presque depuis la constitution de la BEI,
on regarde l'éligibilité à un projet à l'aune de l'ensemble des externalités de ce projet. Ouais. Et donc, on inclut naturellement l'élément financier, mais qui n'est qu'un élément. L'objectif de la BEI n'est pas d'être rentable. L'objectif est de ne pas perdre d'argent, mais nous ne cherchons pas à maximiser notre profit. On cherche juste à remplir un projet, une priorité de politique publique. Et donc, à ce titre, on juge un projet, la qualité d'un projet, sur l'innovation technique qu'il porte, mais aussi sur son impact social et environnemental. Donc c'est un élément qu'on monitore en fait depuis le début. Depuis le début. Mais c'est vraiment un cas particulier. Pauline, je vous rends la parole pour nous dire qu'est-ce que... Merci Grégoire et Sébastien, pour nous dire qu'est-ce que vous suggérez pour qu'on en fasse un vrai levier de transition. Merci. Alors effectivement, mon deuxième point après l'application technique, c'est il faut que la taxonomie, elle serve la transition, qu'elle soit vraiment au service de la transition. Et on a pu beaucoup reprocher à la taxonomie d'être trop binaire, c'est-à-dire de dire d'un côté on a les activités déjà vertes et puis de l'autre on a les activités pas vertes. Alors ça c'est vraiment en train d'être, je dirais pas corrigé, mais en tout cas d'être réfléchi, notamment par la plateforme sur la finance durable et la commission qui l'ont bien en tête. L'idée, c'est vraiment que la taxonomie, elle serve à valoriser des trajectoires de décarbonation. Justement, qu'elle montre la feuille de route et les seuils à atteindre. Mais il faut qu'elle permette justement d'accompagner la transformation des entreprises qui sont émettrices de CO2 aujourd'hui ou qui ont des impacts environnementaux importants. Il faut vraiment qu'elle montre la route à suivre pour accompagner cette transformation. Et donc finalement, la taxonomie, elle a déjà des outils pour permettre cette transition, parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne demande pas uniquement de publier le chiffre d'affaires aligné avec la taxonomie, mais aussi les dépenses d'investissement et les dépenses opérationnelles. Et ces dépenses-là, ça peut vraiment être des dépenses qui permettent à l'entreprise de se transformer pour aller vers une activité alignée avec la taxonomie. Mais donc, il faut que les entreprises, elles publient des stratégies crédibles de transition, et on en revient à l'accès à la donnée, où on a besoin de ces données des entreprises. Oui, c'est vraiment important. Par ailleurs, dans le rapport que j'évoquais tout à l'heure de la plateforme sur la finance durable, sur la transition, il recommande aussi d'inclure dans la taxonomie plus d'activités dites habilitantes, donc c'est-à-dire celles qui contribuent à ce que d'autres secteurs atteignent les seuils, et notamment sur tout ce qui va être efficacité énergétique. Et la plateforme, elle recommande aussi de donner de la visibilité aux parties prenantes en étant très claire sur à partir de quel moment des nouvelles activités vont être intégrées ou non, pour permettre vraiment aux différentes parties prenantes de contribuer à la réflexion sur quels sont les seuils pertinents. Donc cette taxonomie, elle n'est pas figée dans le temps, elle est évolutive, et ça c'est un vrai levier justement pour permettre d'aller vers la transition. Mais les critères sont fixés quand même aujourd'hui. Sur certaines activités, mais il va y avoir de plus en plus d'activités, et les critères peuvent même évoluer, c'est-à-dire qu'ils vont être révisés régulièrement. D'accord. Pour peut-être être, par exemple, que les seuils d'émissions de CO2 qui sont proposés pour certaines activités vont être revus à la baisse progressivement pour être vraiment dans une trajectoire d'alignement. Et mon dernier point, mon dernier levier, c'est que la taxonomie, finalement, elle va être utile que si elle est utilisée concrètement et visible dans l'économie, et donc elle doit porter un projet politique. Si c'est juste une contrainte supplémentaire de reporting, on aura vraiment raté l'ambition. Oui. Et donc j'insiste sur ce point parce qu'on a vu à quel point la publication des seuils technologiques sur les 2 premiers objectifs ont suscité de nombreux débats. Et on n'est qu'au début de l'exercice parce que finalement, adaptation au changement climatique et atténuation du changement climatique, c'était peut-être les sujets les plus faciles. Oui, quand on va attaquer surtout la biodiversité. C'est ça. Sujet très compliqué. Quels indicateurs? Il reste l'économie circulaire, pareil. Quels indicateurs? La lutte contre les pollutions, la gestion de l'eau. Voilà. Gestion de l'eau aussi. Donc de vastes débats en perspective à venir. Et donc il y a un vrai sujet d'adhésion finalement à ce projet politique. Et donc, pour susciter cette adhésion, il faut que la taxonomie, ça ne soit pas juste un outil applicable aux acteurs financiers. Il faut aussi qu'elle serve de référence pour des futures incitations économiques ou des réglementations écologiques. Il faut que la Commission européenne, maintenant que ce référentiel existe, elle s'appuie aussi dessus pour elle-même mettre en place les politiques publiques en lien avec ces objectifs de la taxonomie. Et donc, elle devrait être utilisée vraiment pour établir des trajectoires de transition par secteur d'activité.
Et un dernier point, pardon, parce que je pense que je déborde. Je voudrais juste faire aussi un point sur la question de la transition juste. Pour susciter l'adhésion, il ne faut pas penser que la transition écologique. On l'a vu avec les gilets jaunes. Si on pense que transition écologique, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment penser la transition dans ce concept de transition juste qui est acceptable socialement par les citoyens et d'accompagner la transformation au niveau des citoyens que va entraîner cette transition écologique. Et donc aujourd'hui, la Commission européenne, elle travaille sur une taxonomie sociale qui va aussi susciter des débats. Donc bien sûr, il y aura toute la question de l'articulation entre la taxonomie environnementale et la taxonomie sociale qui va susciter d'autres débats, mais en tout cas, c'est important d'avoir une cohérence d'ensemble sur ces sujets environnementaux et sociaux. Donc voilà, l'Europe a fait fort, franchement, en créant une taxonomie. Il fallait le faire. Mais maintenant, il faut aussi qu'elle le porte à l'international parce que, comme l'évoquait Sébastien, si ça reste un sujet juste européen, on aura des problèmes de compétitivité et de level playing field. Donc il y a aussi une question de porter cette notion de taxonomie à l'international. Et donc, il faut vraiment que la Commission, elle mette aussi les moyens pour porter cette vision et ces travaux à l'international. Donc, elle le fait notamment parce qu'elle a créé une plateforme internationale sur la finance durable. Oui. Mais c'est vraiment aussi un enjeu important que ça ne s'arrête pas qu'à l'Europe parce qu'on est sur des enjeux globaux. Absolument, merci. Merci beaucoup, Pauline. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et du coup, comme vous parliez de Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez ? Que dit la BNP sur cette norme ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit mondiale ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va être rapide, je suis assez d'accord avec Pauline en fait. Voilà. non, clairement, on a besoin, oui, à l'international, il y a plusieurs enjeux. Enfin, il faudrait que ça se décline au niveau international autant que possible pour des raisons de compétitivité, pour des raisons de comparabilité et de simplicité. Si une activité est considérée comme verte en Europe, mais pas aux États-Unis ou vice-versa, ça va vite être très compliqué à gérer. Donc pour des questions de simplicité et de compétitivité, oui, il faudrait au maximum qu'on puisse homogénéiser tout ça au niveau mondial. Oui, alors si on fait un parallèle peut-être avec les normes comptables, il y a eu beaucoup de débats sur les normes comptables. Là, il y a plusieurs organismes internationaux et notamment américains qui travaillent sur le sujet. Il y a une question de souveraineté. Mariella, vous voulez nous en dire un mot ? Peut-être d'abord, si tu peux me permettre de réagir juste sur la complexité. Bien sûr. Je pense que la transition, en fait, c'est pas facile. Et on n'aura pas de politique facile. N'importe quel changement est compliqué. Donc, alors, le texte n'est sans doute pas parfait, mais en tout cas, nous, du côté du gouvernement, on veut vraiment porter un message très positif sur ce texte. Enfin, vous l'avez tous fait en disant que c'était un texte très important. On pouvait faire plus simple. Voilà, la question c'est est-ce qu'on aurait pu faire plus simple ? On n'est pas sûr. Mais un point positif de la complexité, c'est que ça demande de nouvelles compétences. Ça peut être créateur d'emplois. Alors, c'est un coût, certes, pour les entreprises, mais ça crée de la richesse. Et aussi un point sur les données. Du coup, c'est l'instant promotion parce que, évidemment, la publication de données par les entreprises est très importante pour que les investisseurs puissent remplir leurs exigences réglementaires. Et c'est pour ça, donc, en France, on a plutôt toujours été en avance à la fois sur les réglementations sur les investisseurs et pour les entreprises. Donc, nos entreprises ont l'habitude de faire du reporting. Mais par exemple, c'était l'idée d'Olivia Grégoire avec la plateforme impact.gouv.fr. Oui. C'était de permettre à toute entreprise, que ce soit une entreprise individuelle ou une grosse entreprise, de remplir une cinquantaine d'indicateurs de performance extra-financières qui sont mis en open data sur le site data.economy.gouv.fr. Donc vous pouvez déjà aller voir, il y a plus d'une centaine d'entreprises dont les données sont déjà publiées. Et nous, le message qu'on porte, c'est que vous soyez 5, 10, 50, 200, publier par exemple ne serait-ce qu'un bilan carbone, en fait, dans les prochaines années, ce sera indispensable. Et il n'y aura pas de transition sans données, il n'y aura pas de transition sans pilotage de certains facteurs comme les émissions. Donc tout ça, en fait, oui, ça va être du boulot en plus pour les boîtes.
Donc, faut pas se mentir. Après, il faut en faire un boulot passionnant. Il faut aussi que ce soit valorisant pour elles. Et c'est aussi l'objectif de la plateforme, c'est de dire, vous faites un bilan carbone alors que vous n'êtes pas obligé de le faire. Montrez-le, dites-le. Et ça intéresse vos consommateurs, ça intéresse vos parties prenantes. Tout à l'heure, vous posiez la question de quel est l'intérêt pour les entreprises. Oui. En fait, il y a une forte demande du marché, des clients finaux. Donc, clairement, publier de la donnée, investir dans cette complexité, en fait, finalement, nous, on a la conviction, en tout cas, que ça peut apporter. Sur les enjeux de souveraineté, maintenant, je vais quand même répondre à la question qui m'était posée. Donc, évidemment qu'il y a un enjeu d'influence, disons, politique. Donc, quand une norme européenne peut être en quelque sorte transposée ou influencer la norme internationale, c'est de l'influence, donc c'est du soft power, c'est très bien. Et puis il y a un enjeu de souveraineté, en fait, tout simplement sur le contenu de la régulation. Donc vous faisiez référence aux normes comptables. C'est-à-dire, par exemple, si une taxonomie internationale est un jour développée, qu'elle n'a pas les mêmes seuils, soit des seuils plus exigeants ou moins exigeants que la taxonomie européenne, alors on sera probablement obligé de s'aligner sinon sous contrainte de faire un double reporting pour nos entreprises. Mais surtout, il y a des choix technologiques et quasiment politiques qui relèvent d'un sujet de souveraineté. Oui, clairement. Clairement, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Mariella, pour ça. J'avais envie d'ouvrir le débat, mais peut-être juste avant, de vous demander un peu à chacun ce que vous pensez de la taxonomie brune. Est-ce qu'il en faut une? Est-ce qu'il en faut pas? Pauline, peut-être, pour commencer. Alors, tout le sujet de la taxonomie brune, c'est qu'il ne faut pas... Alors, une taxonomie brune, ce serait une taxonomie qui ferait la classification des activités néfastes pour l'environnement. Donc tout le sujet de la taxonomie brune, c'est qu'il ne faut pas que ça coupe complètement les financements vers les entreprises qui ont besoin de financement pour se transformer. Il y a certaines activités où il y a un consensus sur le fait qu'il faut en sortir. Ça ne peut pas marcher dans le mix énergétique. Je pense au charbon, par exemple. Enfin, ça fait consensus. Alors, ça fait consensus en France. En France. Voilà. Ça ne fait pas consensus partout en Europe, ni partout dans le monde. Mais il y a d'autres activités, par exemple les majors pétrolières, c'est aussi elles qui investissent le plus dans les énergies renouvelables. Donc il y a des vraies questions en fait sur une taxonomie brune, ok, mais comment on s'en sert? Et il faut vraiment que s'il y a taxonomie brune, ça soit au service de la transition et de la transformation pour établir justement ces fameuses trajectoires de transformation, oui, et pas pour couper définitivement les financements dans les entreprises. Parce qu'il faut être clair, on ne fera pas la transition juste avec des petites startups d'énergie renouvelable. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Grégoire, vous en pensez quoi? Totalement aligné avec Pauline. Okay. C'est tout à fait le sujet. L'idée, c'est accompagner bien sûr les initiatives qui sont portées de manière innovante par des petites entreprises qui trouvent des solutions. C'est ce qu'on essaye de faire. On accompagne aussi les acteurs financiers pour le faire. C'est très clairement notre mission. Mais on ne réduira pas les émissions de CO2 si on ne s'attaque pas sans esprit guerrier, mais plus avec l'idée d'accompagner la transformation, d'accompagner la transition de ces entreprises et d'investir vers des énergies et des sources alternatives. Je parlais tout à l'heure, sans le citer, de Total, bien sûr, mais aujourd'hui, si on n'est pas en capacité d'accompagner Total dans la transformation de son activité, et notamment ces investissements qui sont portés aujourd'hui sur les piles électriques, sur les bornes de recharge, on se trompe partiellement dans le combat qu'on cherche à mener pour un résultat qui doit être global, européen dans un premier temps, mondial d'autre part. Mais Pauline l'a dit, ce débat, il n'est pas simple. Quand on a annoncé qu'on arrêtait les énergies fossiles, il y a certains acteurs publics et même importants dans la lutte contre le changement climatique qui nous ont dit mais si vous prenez cette décision-là dans des pays, notamment sur le continent africain, d'autres le feront à votre place. Et oui. Donc tout le sujet, c'est de savoir où est la limite, où est le curseur. Et c'est pour ça que la notion de transition juste qui a été évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui est importante. Je pense que le point principal, c'est la transition et donc l'accompagnement de cette transition. Et qu'il y a probablement certains pays, il y a certains secteurs qui demandent à être un petit peu plus accompagnés parce qu'ils partent de plus loin et parce qu'ils n'ont pas forcément les investissements, ils n'ont pas les ressources potentielles pour pouvoir assumer et assurer cette transition qui est pourtant nécessaire pour le bien de tous. Merci. Sébastien?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Grégoire et Pauline. Je pourrais rajouter quelque chose. C'est définir une taxonomie, c'est lourd, c'est complexe, etc. Il faut que ça ait une vraie valeur ajoutée. Nous, chez BNP Paribas, on a déjà exclu des activités. On a décidé de sortir du charbon, on a décidé de sortir de pétrole et gaz non conventionnels, on a décidé de sortir du tabac. Donc voilà, on a déjà des activités qu'on a considérées comme brunes et qu'on ne veut plus financer. Est-ce qu'il est nécessaire de définir une taxonomie brune au niveau européen? On n'en est pas convaincu. Est-ce qu'il faut pénaliser, aller plus loin encore et pénaliser les banques en termes de capital quand elles financent ces activités-là, ce qu'on appelle le Brown Penalizing Factor? Donc ça implique deux choses. Ça implique de définir une taxonomie brune, ça, et deux, de mélanger dans ces allocations de capital une notion de pur risque financier et une notion environnementale. Oui. Si on considère, et on pourrait le considérer pour le charbon par exemple, qu'une entreprise qui est dans ce domaine est plus à risque parce que les gens sortent du charbon et parce qu'une entreprise qui est du charbon a un risque de défaut plus important dans le futur, c'est tout à fait cohérent. Sinon, on mélange deux choses. Ça peut avoir des avantages, mais ça peut induire une complexité qui sera pas forcément positive pour la transition. Donc c'est une question complexe aussi. Oui, question complexe. Mariella, le mot de la fin peut-être? Alors, au niveau du gouvernement, nous, on pense que la priorité, c'est quand même la taxonomie de transition. Okay. Donc c'est vraiment l'outil qui nous sera le plus utile à court terme. Sur la taxonomie brune, en fait, moi, la question personnelle que je me pose, c'est combien y a-t-il vraiment d'activités qui sont intransformables, puisque là, on parle d'activités vraiment intransformables. Et en fait, les taxonomies brunes ou les informations sur les activités obsolètes, elles existent déjà un petit peu. Donc, il y a déjà des politiques d'exclusion qui sont mises en place par les investisseurs. Vous prenez par exemple certaines cartes sur le risque climatique territorial. Enfin, vous avez clairement des zones rouges où il y a certains sites qui sont juste condamnés à être ensevelis soit par les eaux, soit par la terre. Il y a aussi des zones rouges en termes de risque diversité. Donc, clairement, une activité économique dans ces zones où l'érosion de la diversité est extrême. Donc, on a déjà des moyens, parce que le principal intérêt de la taxonomie, c'est aussi de donner de l'information. Oui. Donc, on a déjà des moyens de flécher, de cibler les activités qui sont quand même très néfastes à l'environnement. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais ouvrir le débat à l'Assemblée. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Alors, attendez, s'il vous plaît, d'avoir un micro, monsieur au fond, parce que sinon, on ne vous entendra pas sur Facebook. Donc, voilà. Vous avez fait une référence à une éventuelle taxonomie brune dans les obligations de fonds propres des banques, mais parlons plutôt de la taxonomie verte, de l'intégration d'une taxonomie verte dans les ratios de solvabilité des banques et les marges de solvabilité des assureurs. Je n'ai pas entendu que vous y ayez fait référence. Donc ça veut dire que cette taxonomie verte n'influerait pas les réglementations de fonds propres des banques et des assureurs? Sébastien, vous voulez prendre le sujet? Chacun son tour. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'exigence prudentielle liée à un alignement ou non avec la taxonomie. Les réglementations prudentielles sur les exigences en fonds propres que doivent avoir les banques, les assureurs, c'est vraiment un cadre de risque. Et aujourd'hui, ce n'est pas prouvé qu'une activité verte, elle soit moins risquée qu'une autre activité. Et donc, aujourd'hui, ça serait quand même... Enfin, en tout cas, c'est la position des acteurs financiers. Je vois que Mariella enlève son masque pour donner une autre position. Mais c'est vraiment un cadre de risque. Et donc, si on prouve qu'une activité verte est moins risquée, alors il y a une preuve pour avoir une incitation à réduire les fonds propres. Mais pourquoi les acteurs financiers ils sont pas non plus favorables à
green supporting factor, enfin ça dépend lesquels, mais parce que la contrepartie du green supporting factor, c'est aussi le brown penalizing factor, et on en a parlé. Voilà. On pense que c'est pas une bonne idée. Donc oui, l'un n'irait pas sans l'autre. Mariella ? Non, je suis d'accord sur le fait que les ratios prudentiels, c'est du risque et du risque financier et économique. Donc en fait, dans les risques économiques, il y a des risques qui sont liés au dérèglement climatique. C'est des risques, en fait, c'est des risques comme les autres. Donc en fait, ils peuvent déjà être intégrés dans les calculs de risque. Bon, en revanche, au moins une activité verte, elle n'a pas le même risque réglementaire. Donc le risque réglementaire, risque de transition, c'est tout simplement que l'activité soit interdite dans les années à venir. Donc elle a au moins un risque en moins. Mais cela étant dit, voilà, le prudentiel, nous, notre position, c'est qu'il faut garder une approche risque financier et économique et pas commencer à mélanger des choux avec des carottes, pour parler prosaïquement. Merci. Oui, Benoît. Je pourrais juste, Devant. Ah pardon, vous avez un... Juste dire que moi, je Deuxième représente un établissement bancaire et financier qui s'appelle l'ANEF. Oui. Et donc, nous-mêmes, au sein de l'ANEF, nous serions très favorables à ce que la notion de risque soit élargie à des données comme les risques climatiques. Je pense que l'approche bancaire, c'est Oui, ça c'est déjà le cas. C'est déjà global. Et donc, je ne vois pas pour quelle raison, dans les calculs des obligations de fonds propres des banques, on ferait une différence entre la nature de risque. Voilà, c'est une position que je propose et qui mériterait, je crois, d'être évaluée du point de vue de son effet de levier, qui serait absolument considérable du point de vue de la réorientation des flux de crédit de l'ensemble du secteur financier, avec une capacité de levier pour la réorientation des flux financiers bien supérieure à la taxonomie verte. Mais ça, c'est déjà le cas. On a une analyse de nos risques et en effet, comme le disait Mariella, quand il y a un risque climatique qui impacte en effet les activités des entreprises, donc je prenais le cas du charbon, Mariella parlait des entreprises qui étaient susceptibles d'être interdites, donc ces risques climatiques, quand ils ont un impact réel sur les risques, c'est pris en compte. On commence de plus en plus à réfléchir à la prise en compte du risque biodiversité, donc on intègre l'ensemble des risques portant sur les entreprises, sur nos clients, et notamment on ne va pas exclure le risque climatique des risques, des risques d'ensemble. Donc c'est déjà intégré et on travaille à leur intégration. Oui, Mariella. Une chose là-dessus, il y a le NGFS, donc le Network on Greening the Financial System, qui travaille énormément sur cette question, enfin quasiment que sur voilà, les risques verts et leur intégration au calcul de fonds propres et aux stratégies des établissements financiers. Et c'est aussi dans le nouveau plan d'action finance durable de la Commission européenne. Donc le débat n'est pas clos. Merci monsieur. D'autres questions? Donc, Benoît devant. Et puis j'ai vu, oui. Benoît Angelbach d'Orange. J'ai une question par rapport à déjà quelle est la feuille de route des taxonomies autres que le climat. Donc on a parlé d'économie circulaire, de gestion de l'eau, on a parlé de taxonomie sociale aussi, donc sujet complexe, biodiversité, etc. Et une question sous-jacente à cette question de la feuille de route qui est, parce que encore une fois on parle beaucoup de climat là aujourd'hui. Donc sur le climat, on a les accords de Paris. Vous ne l'avez pas dit dans votre présentation, mais j'imagine que les critères des accords de Paris ont permis de définir les critères, les seuils dont vous avez parlé ensuite. La question, c'est pour l'économie circulaire, pour les autres sujets, pour la biodiversité et pour la taxonomie sociale, quels seront les objectifs globaux qui pourraient être utilisés et comment on peut les construire. Voilà. Donc ça va évidemment avec cette feuille de route. Alors, sur les prochaines échéances, je peux répondre au moins donc, sur les 4 autres objectifs environnementaux. La Commission a promis une publication d'actes délégués d'ici la fin de l'année. Sur quoi ils se baseront donc ils prendront un petit peu comme sur le climat les objectifs internationaux en la matière, donc que ce soit en matière de biodiversité ou sur les déchets ou sur les océans. Donc il y a toujours un cadre de référence.
sachant que les critères qui sont choisis à chaque fois pour un secteur permettent de respecter les objectifs internationaux si toutes les entreprises de ce secteur respectent ces critères. Et ça, c'est important à avoir en tête. Enfin, la neutralité carbone, ça ne s'apprécie pas au niveau de l'entreprise. Enfin, bref, j'en profiter pour dire ça. D'ici la fin de l'année, il y aura également un rapport final du groupe d'experts chargé du sujet sur la taxonomie sociale. Donc, ils vont faire une proposition un petit peu plus, au moins dressée, sans dresser des actes délégués, des critères précis. Il y aura un contenu un petit peu plus précis de ce que pourrait être une taxonomie sociale. Taxonomie de transition, Pauline l'a dit, je ne sais pas si tu as l'info pour le prochain rapport, mais il y a déjà eu un rapport qui a été publié au printemps. D'ici la fin de l'année aussi. Bon, il y a beaucoup de chantiers en cours, donc voilà, on aura des premières avancées d'ici la fin de l'année 2021. Ok, merci. Monsieur avait une question. Alors merci pour vos interventions déjà. Et ma question portait sur la souveraineté européenne sur la taxonomie internationale. Et justement, quels vont être les rendez-vous et comment concrètement porter cette taxonomie européenne au niveau international? Alors, la taxonomie internationale, pour l'instant, donc les plus actifs, on va dire que c'est les Européens avec la plateforme européenne sur la finance durable, la plateforme européenne, enfin la plateforme internationale sur la finance durable. Il y a d'autres continents qui ont fait des travaux. Les Asiatiques ont quand même avancé de leur côté sur des taxonomies. Alors, la plateforme européenne a vocation à agréger justement tous ces travaux faits au niveau international en ayant un rôle de leadership. Quand Bruno Le Maire a rencontré John Kerry, je crois que c'était il y a 4 ou 5 mois, ils ont été d'accord sur le fait qu'il fallait au moins une taxonomie transatlantique. Mais pour le moment, il n'y a pas d'organisme international qui a été désigné pour leader ces travaux. En général, ce genre de choses, ça se fait dans le cadre du G7, du G20. Les États membres, les États membres de ces instances, dans un communiqué, disent qu'ils soutiennent les travaux de tel ou tel organisme international pour faire ce type de travaux. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc, en fait, nous, on met énormément d'espoir dans la plateforme européenne / internationale. Et en fait, on est très dépendant de la production qu'elle aura peut-être en 2021 également. Merci. Je crois qu'il y avait des questions de ce côté-là. Oui. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais revenir un peu sur la complexité de la taxonomie, du coup, et peut-être le périmètre des activités. En gros, qui est concerné par l'alignement de quelles activités? Parce que j'ai essayé de décrypter un peu la taxonomie, même du côté immobilier, par exemple. Et lorsque un fonds, par exemple, acquiert un bâtiment qui vient d'être construit ou qui doit mener à bien des rénovations, donc ça concerne ici 2 activités, est-ce que la société de gestion serait concernée par l'alignement de ces activités de construction, rénovation, ou uniquement se limiter donc à son activité principale qui est la gestion de l'acquisition? Alors oui, en fait, il y a 2 obligations, c'est-à-dire qu'il y a l'entreprise qui elle-même a cette activité immobilière qui doit reporter son alignement, mais la société de gestion qui investit, elle doit reporter l'alignement de son portefeuille avec la taxonomie, et donc elle doit regarder, quand elle investit dans l'immobilier, le respect des seuils par ses actifs. Vous avez parlé donc d'une des applications principales de la taxonomie, c'est de guider les investissements. Est-ce que cette taxonomie, elle pourrait servir à guider la fiscalité aussi dans le futur? Mariella? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec, je crois que c'était Pauline qui disait ça, qu'il fallait que la taxonomie, elle ait d'autres usages, parce qu'en fait, on en a fait un texte financier, mais en fait, l'analyse des secteurs, c'est un travail industriel, tout simplement, oui. Scientifique. Donc, je pense qu'elle va avoir beaucoup d'applications, et c'est très bien. Sur la fiscalité, nous, on est très prudents là-dessus, parce que c'est un peu comme les normes prudentielles, hein. La fiscalité, l'assiette de la fiscalité, c'est des flux monétaires. Donc quand il faut commencer à corriger ces flux monétaires
de facteurs, grâce à des facteurs non financiers, ça commence à devenir très compliqué. Mais bon, cela dit, il y a des taxes, il y a de la fiscalité écologique, ça existe. Donc sur certaines taxes très spécifiques, peut-être, mais alors là c'est pas du tout ma spécialité, peut-être que certains critères fiscaux seront amenés à évoluer. Mais ça c'est vrai par contre que c'est, et du coup vous me donnez une idée, c'est notre travail à nous, gouvernement, de faire la vulgarisation, parce qu'aujourd'hui très, très pratiquement c'est un sujet qui est traité par le service financier de la DG Trésor, oui. Et donc c'est à nous de faire la promotion de cet outil, de dire à toutes les administrations de la République, il y a cette nomenclature. Bon, le texte a une certaine popularité parce que, quand même, oui. Parce que je pense qu'il a un fort impact et que c'est un texte quand même très intéressant, très structurel. Mais du coup, oui, il faut qu'on fasse cette promotion pour qu'il soit utilisé par d'autres administrations. Okay. Merci. Je vois une question là devant et une question, monsieur, derrière, après. Bonjour et merci de votre intervention. Moi, ma question, elle porte sur les risques concrets punitifs peut-être auxquels s'exposent les investisseurs et les entreprises qui ne seraient pas en accord avec cette taxonomie, et sur le contrôle qu'il y aura sur les chiffres qui sont communiqués. Comment ça va s'articuler pour que cette taxonomie passe d'une réglementation à vraiment une obligation concrète qui est contrôlée et qui permet vraiment d'avancer? Alors, il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas d'alignement avec la taxonomie. C'est vraiment l'obligation, c'est une obligation de transparence. Et d'ailleurs, le règlement ne dit même pas il faut, j'en sais rien, au moins 70% d'activités alignées avec la taxonomie dans un fonds pour dire que le fonds est vert. Non, c'est pas ça. C'est juste, il faut dire dans le fonds si vous êtes à 5%, 10%, etc. Donc ça, voilà, il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas d'alignement. En revanche, il y aura une vérification de la donnée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une obligation donc, de publier l'alignement avec la taxonomie. Et en parallèle, il y a cette fameuse révision de la directive européenne sur le reporting non financier, qui, aujourd'hui, l'audit des informations n'est pas obligatoire. Alors, c'est le cas en France, parce que comme c'est une directive, c'est transposé différemment selon les États membres. Donc, il se trouve qu'en France, il y a déjà une obligation d'audit, mais ce n'est pas le cas dans les autres États membres. Et dans le cadre de la révision de cette directive européenne sur le reporting non financier, il est question de rendre obligatoire l'audit des données dans tous les États membres. Donc comme le reporting de l'alignement avec la taxonomie fera partie de ce corpus, il sera normalement audité, en tout cas, voilà. Sur le... Merci Pauline. Le monsieur là-bas, oui. Je vous ai vu également, oui. Oui, bonjour, Antoine Michon à Mezzocrédit. D'abord, merci beaucoup pour ce beau groupe de travail. Et ma question sera brève et je pense très compréhensible par l'ensemble des participants. Tous ces rapports de taxonomie et d'alignement, etc., sont-ils bien open source? Mariella? Alors, pour l'instant, non. Enfin, alors, ils sont publics. Mais ce n'est pas de l'open source. À chaque fois qu'il y a une obligation de reporting, c'est publicité soit sur le site internet, dans un document dédié, soit dans le rapport annuel, enfin le document d'enregistrement universel des entreprises. Donc l'information est publique. Et après, aujourd'hui, il y a un énorme enjeu de dématérialisation. Donc Pauline parlait des apps, c'est European Single Access Point, qui est aujourd'hui plus avancé sur les comptes, donc sur les états financiers. Donc les entreprises doivent fournir tout simplement un fichier dans un format donné sur leur site internet, et tout ça va se retrouver sur un portail unique d'abord au niveau des États, et ce sera consolidé au niveau européen. Et l'objectif, enfin c'est même pas l'objectif, c'est que c'est pour l'instant la proposition de la Commission, c'est qu'il y ait une obligation de dématérialisation et donc d'open data sur les données extra-financières. Et ça va nous aider considérablement sur le contrôle, parce qu'aujourd'hui, on a juste... en France, il y a 5000 entreprises qui publient donc des DPEF, des déclarations de performance extra-financière. 5000 entreprises qui font en moyenne 30-40 pages. Alors là, la quantité ne fait pas la qualité, mais voilà, de rapports. Donc clairement, pour le superviseur, parce qu'en plus des contrôles d'audit que mentionnait Pauline, pour toutes les entreprises cotées et les investisseurs, il y a une supervision de l'AMF sur ces documentations, du régulateur de marché. Ok, monsieur au fond là-bas.
On ne vous entend pas, pardon. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question qui, je pense, va surtout s'adresser à Monsieur Soleil. C'est, alors pour les grandes institutions financières telles la BNP, est-ce qu'il est plus impactant d'avoir une équipe centralisée qui s'occupe de tous les sujets de développement durable? Par exemple, je sais que chez CACIB, ils ont une équipe Sustainable Banking. Ou est-il plus impactant de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs dans tous les départements type ECM, DCM, M&A pour avoir donc plus d'impact et plus de financement vert? Il faut les deux. Non, il faut clairement les deux. Parce que donc nous, nos impacts, c'est via nos clients. Donc il faut que toutes les personnes qui soient face aux clients s'emparent de ces sujets. Ce qui représente pas mal de monde. En France, par exemple, je crois qu'on a 9000, sur la partie retail seulement, on a 9000 conseillers bancaires. Donc il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient capables de parler de développement durable, de rénovation énergétique à tous leurs clients. Donc il est capital que ça percole dans l'ensemble du groupe. Donc on a tout un travail de formation, de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Mais il faut aussi que ça soit piloté. Piloté à la fois pour suivre les sujets nouveaux, pour coordonner le reporting, que tous ces gens qui sont sensibilisés, il faut remonter des informations. Il faut que ça arrive au siège, qu'au siège, on soit capable de les traiter pour en faire un reporting relativement simple. Et il faut aussi homogénéiser ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre que tel conseiller bancaire considère que ça c'est vert et que le conseiller bancaire à côté considère que ce n'est pas vert. Donc clairement, il faut une fonction centrale, pas forcément très nombreuse, mais assez forte pour pouvoir piloter l'ensemble. Et il faut que ça percole dans tous les métiers de la banque, les gestionnaires de risque, les gestionnaires de clientèle, etc., etc. Merci. Oui, madame. Ensuite, on prendra la dernière question de Madame Devant, mais après, ce sera fini parce qu'on va arriver au bout. Oui, okay. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, ça marche là, ok. Merci beaucoup pour vos interventions. J'aimerais revenir un peu sur la question de la taxonomie sociale et notamment de son articulation avec la taxonomie verte. Alors, on a vu le premier draft report qui a été publié par ce groupe d'experts de la plateforme cet été et qui suggérait 2 modèles, un où on aurait 2 taxonomies séparées et un avec une taxonomie fusionnée intégrée qui serait une taxonomie à la fois verte et sociale, donc on pourrait dire peut-être durable, avec des critères DNSH qui seraient aussi communs aux deux. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est vers quoi est-ce qu'il faudrait se diriger? Qu'est-ce qui est désirable et qu'est-ce qui serait applicable techniquement tout en servant la transition et en portant un projet politique? En fait, la question est ouverte et tout le monde n'a pas le même avis. C'est difficile de répondre à votre question parce que justement, la plateforme pose la question, la consultation est en cours. Nous, par exemple, on a plein de débats avec nos membres. Donc, Finance for Tomorrow, une branche de Paris Europlace. Paris Europlace répond à cette consultation et il y a des débats entre le collège entreprise, le collège investisseur sur quel est le meilleur modèle. Voilà, donc je ne peux pas répondre à votre question. Ça n'est pas tranché. C'est pas tranché. Dernière question, mademoiselle Devant. Non, c'est vous, c'est vous. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce que, sans exactement savoir ce qui va rentrer dans les critères qui devront être reportés pour, reporter dans le cadre de la taxonomie, est-ce que le fait que par force des choses, la plupart des entreprises européennes vont peut-être finir par toutes s'intégrer dans le modèle parce que pour se comparer aux autres, il vaut mieux suivre les règles? Est-ce que ça ne va pas créer une espèce de dissension et peut-être un écart dans la compétition entre les entreprises étrangères qui n'auront pas forcément besoin de reporter ces données, mais qui auront quand même accès, ou même au gouvernement étranger, à des informations sensibles qui, à terme, seront en open source, si j'ai bien compris ce que vous avez dit? Oui, Pauline. Déjà, sur le sujet du reporting extra-financier, il y a un sujet de données sensibles. Mais sur le sujet de l'alignement à la taxonomie, franchement, je ne pense pas que ça soit une donnée sensible. En tout cas, ce n'est pas remonté comme tel par les acteurs. En revanche, oui, il y a un vrai sujet de compétitivité et distorsion de concurrence, mais plus parce qu'il y a des coûts
associé au reporting, plus que parce que l'alignement avec la taxonomie est sensible. Et donc c'est pour ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est aussi important. Et aussi parce qu'en tant qu'acteur financier, surtout l'univers d'investissement, il ne se réduit pas à l'univers européen. Donc en fait, on a surtout besoin de ces informations de la part des autres entreprises. Donc il peut se passer deux choses. Soit parce que les acteurs financiers, les investisseurs européens ont besoin de cette donnée, les acteurs internationaux vont publier cette information de manière volontaire parce qu'elle est demandée par les investisseurs, mais ça sera volontaire. Soit il faudrait, comme on le disait tout à l'heure, que ce sujet de taxonomie il soit aussi porté au niveau international, pour avoir une norme globale. Mariella ? Pour compléter, il faut faire un bilan coût-avantage parce qu'il y a le coût des démarches administratives et il y a le gain en notoriété et en communication, ouais. d'être transparent et voire d'être aligné avec la taxonomie. Alors nous, on avait une brillante idée pour résoudre par contre ce problème de compétitivité lié à la charge administrative. C'était ce qu'on appelait la portée extraterritoriale, mais c'est pas vraiment ça techniquement. C'était l'application aux entreprises non européennes qui ont des activités au sein de l'Union. C'est-à-dire vous avez votre siège social en Chine, en revanche vous réalisez tant de chiffres d'affaires en Europe, et dans ce cas-là vous devez être autant transparente que les entreprises européennes. Malheureusement ça n'a pas été mis dans la proposition de directive qui a été publiée au printemps. Donc on espère que les négociations au Conseil vont nous permettre de le réintégrer. Le Parlement est aussi assez d'accord avec cette idée. Mais ça peut être une solution au problème que vous évoquez. Oui, ce serait une très bonne idée. C'était le mot de la fin. Un grand merci à nos intervenants. Et je vous souhaite un très bon appétit. Thank you.